n'a jamais rien eu d'un premier de la classe. Pourtant, cet homme aujourd'hui célèbre prouve aussi qu'intelligence rime parfois avec anticonformisme. Je parlerais de moi comme un curieux. Je crois que c'est le mot qui irait le mieux. Je ne dirais pas inventeur, parce que je n'y passe pas mon temps à inventer. Et puis, il y a derrière ce mot un côté géo trouve tout qui ne me correspond pas. Je n'invente pas à plein temps. Par contre, je m'émerveille à plein temps. Dans le bureau de PDG, il n'y a pas tous ces jouets, parce qu'il y a des jouets, purement et simplement des jouets. Et là, on est dans le vrai bric-à-brac, une pendule piquée sur un palier de quelqu'un qui l'avait mise aux ordures, un peu d'apéro pour tous les gens qui se retrouvent ici, souvent en fin de journée, parfois des collaborateurs, parfois des actionnaires, parfois des copains, souvent des copains. Ça, c'est la maquette d'un terminal pour carte à puce. La carte à puce se place là, que j'ai présenté pour la première fois à ce groupe de banquiers qui ont lancé toute l'idée en mars 1974. C'est vous qui avez fait ça? C'est moi qui ai fait ça, donc en 3 semaines après avoir été presque défié par le premier banquier qui m'avait dit « je veux voir, mais je veux voir cette invention fabuleuse », j'ai acheté tous les composants et je me suis mis à étudier une technique dont j'ignorais tout, qui est la technique des mémoires programmables. Et puis j'ai fait ça, effectivement, en 3 semaines. Et j'ai honoré le rendez-vous. Et 3 semaines plus tard, j'ai pu présenter ça fièrement à cette assemblée de banquiers ahuris qui n'avaient jamais vu un inventeur leur présenter un bout de bois. Parce que finalement, ce n'est qu'un bout de bois. De ce bout de bois va naître, mais oui, l'incroyable aventure de la carte à puce, qui fait partie aujourd'hui pour les Français des 12 inventions majeures du XXe siècle. Mais n'anticipons pas. Bien avant d'être l'inventeur que l'on connaît, Roland Moreno est né au Caire en 1945. Sa mère, amoureuse de la France, divorce alors qu'il n'a que quelques mois et vient s'installer à Paris avec lui. Les premières années sont difficiles. Jusqu'à l'âge de 10 ans, le petit garçon est placé en nourrice pour permettre à sa mère de travailler. Elle nous dit quel genre d'enfant était son fils à l'époque. Un petit garçon très curieux, curieux de tout. Absolument. Quand on lui donnait n'importe quoi, il fallait qu'il ouvre pour voir comment ça marchait. C'est-à-dire? N'importe quoi, même un fruit, il fallait qu'il ouvre, qu'il voit comment ça... Il me posait la question, d'où ça vient. Rien ne passait avec lui. Il avait besoin de tout savoir. Il a été dans une école maternelle. Et là, j'allais voir ses institutrices qui me disaient, il est tout à fait en avance, ce petit. Il cherche toujours à comprendre. C'est toujours lui qui lève le doigt le premier. C'est frappant. Et il me disait, est-ce que vous répondez à ces questions? Je dis, quand je peux, je réponds. Mais c'est pas toujours facile. Un jour, ma mère me voit tomber en arrêt devant une vitrine de radio-télé. Et il y avait là un kit de poste à galène. Un poste à galène, c'est un poste de radio minimaliste composé d'un écouteur, d'un certain bobinage et d'un certain éclat de semi-conducteur sur lequel on place une certaine aiguille. Ça se construit assez facilement. Il y a quoi? Il y a peut-être 15 soudures à faire. Je découvre la soudure, le geste magique de l'électronicien, le fer à souder. Et j'entends immédiatement France Inter, parce que dans toutes les expériences de radio qu'on peut faire, c'est toujours sur France Inter qu'on tombe. Et c'est sûr que ça a dû déterminer toute la suite de ma passion pour l'électronique. À l'époque, je pense que j'étais en 5e, et patatras, au second trimestre, j'ai été surpris en train d'avoir introduit une boule puante dans le lycée, et j'ai été viré 2 jours. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé très vite à dégringoler la pente,
Bon, je n'ai plus jamais eu ni tableau d'honneur, ni félicitations, ni encouragement, ni rien. Je n'ai pu franchir chaque classe à partir de ce moment que d'extrême limite jusqu'à la terminale que d'ailleurs j'ai redoublé. C'était mon rival, c'est en propos de physique, et lui c'était un bon. Et donc il a laissé traîner, le prof a passé, l'a vu, il a comparé les écritures, et il m'a pris, il m'a envoyé chez le censeur 15 jours. Je pense qu'il n'était pas plus adulte que les autres, je pense qu'il était plus enfant que les autres. Et je pense qu'il est resté plus enfant que les autres, en fait. Ce qui le rend différent des autres, c'est pas qu'il est plus mûr, c'est qu'il est moins mûr, en fait. Et je crois que c'était déjà vrai à l'école. Il était probablement moins discipliné, moins soumis aussi, hein, bon, moins respectueux des règles établies. Et c'est ça qui le rendait différent. Est-ce que vous vous sentiez surdoué, si ce mot veut dire quelque chose pour vous? Ouais, enfin, je dois répondre sans aucune modestie que dans le domaine tout particulier de la physique, oui. Enfin, de la physique-chimie, quoi. Hein, parce que j'avais cette avance considérable. Donc ça n'a en rien aidé, puisque ça n'a eu en fait comme effet que d'agacer mes profs de physique, d'avoir un marmot qui, dans un coin de la classe, sait d'avance des notions bien au-delà de ce que le marmot moyen de seconde C connaît, et qui croit qu'il est meilleur, parce que j'avais un très grand sentiment de supériorité. Ils en sont à vérifier qu'une roue, c'est bien un truc qui tourne, et moi je sais capter la radio. Donc ça ne pouvait être qu'être horripilant pour le prof. Qu'est-ce qui vous aurait aidé, au fond, à être intégré plus dans ce système qui ne vous allait pas? Bien malin qui pourrait le dire, ce serait, enfin je sais pas, pour répondre une connerie, je dirais que ce serait une prime à la créativité, par exemple, qu'il n'y a pas dans la scolarité, et qui pénalise les pauvres Pékins comme moi qui n'ont que ça. Moi, ça va être le seul machin que je sais faire. Je suis pas bon en langue, je suis pas bon en ci, je suis pas bon, je suis bon en rien. Donc, par contre, j'ai des idées. J'ai inventé aussi un oiseau. Il y a des gens qui aiment le chant des oiseaux et qui ne supportent pas les inconvénients des oiseaux, c'est-à-dire que c'est sale, puis il faut les nourrir, puis ça risque de s'envoler, enfin, ça a toutes sortes d'inconvénients, mais qui aimeraient quand même avoir chez eux le chant d'un oiseau. Alors j'ai inventé donc cet oiseau qui est très propre, qui est réglable, et on peut le faire plus gai, comme ça. Et puis alors ça a un avantage aussi, c'est que le bruit est toujours le même. On ne peut absolument pas le changer. Alors donc, si vous voulez, à terme, ça devient un bruit familier qui s'inscrit dans le cadre domestique. Et par conséquent, ça devient un peu un animal domestique. C'est toujours le même, quoi. C'est le sien. Je me souviens très bien qu'ayant commencé à dégringoler la pente à la fin de la 4e, où je devenais exécrable, mes parents ont envisagé de me mettre dans un lycée technique. Ce qui était déjà un solide déshonneur, hein, de faire une 3e industrielle. Et ma mère m'avait fait passer juste avant ce qui s'appelle un test d'orientation professionnelle. Donc il devait y avoir là des QI et des conneries comme ça. Et j'ai dû en passer. Et alors? Une catastrophe. Catastrophe. Et aujourd'hui, ce serait toujours aussi catastrophique. En plus, aujourd'hui, ça me révolte. Pourquoi? Parce que j'en conteste la nature même, n'ayant pas encore réussi à définir ce que peut être l'intelligence, je ne vois toujours pas en quoi cela révèle. Bon, étant donné le principe même de l'appareil qui fonctionne par influence, puisque ce ne sont que les doigts qui touchent les touches, il faut tenir donc la partie chaude, comme on dit en termes techniques, de l'appareil. Alors la tenir avec un aussi bon contact que possible, exemple la bouche. Alors il faut brancher comme ça. Alors ça marche très bien, mais c'est gênant parce qu'on ne peut pas chanter en même temps. Alors il faut que quelqu'un d'autre chante. Mais je peux le brancher ailleurs pour pouvoir chanter. Je ne chanterai pas. J'ai fait un peu de tout, enfin, comme tout le monde, j'ai balayé la rue, j'ai été un peu charcutier aussi. Et puis j'ai fait du maquettisme publicitaire. J'ai distribué des prospectus. Et puis l'année dernière, j'ai voulu être journaliste, parce que j'ai décidé que ça me plaisait. Et je suis entré dans un journal criminel. On m'a mis à la porte, je me suis retrouvé chômeur. Alors comme j'aime ne rien faire, ça m'a plu. Mais il faut quand même un minimum pour vivre. Alors
J'ai essayé d'entrer à l'Express, je suis arrivé. Et je suis, à l'Express, passé dans l'autre catégorie des employés, c'est-à-dire je suis garçon de course. 30 ans plus tard, le petit coursier de l'Express et l'inventeur-poète est devenu chef d'entreprise. Grâce à son invention mise au point à l'âge de 29 ans, Roland Moreno possède en effet aujourd'hui sa propre société, la société Innovatron. Avec toute son équipe, il gère ses brevets et imagine déjà notre futur en travaillant sur des projets comme le porte-monnaie électronique ou l'informatisation des cartes de santé. Parallèlement, une industrie florissante est née. 16 000 emplois ont été créés, dont 11 000 en France. Plus de 200 industriels du monde entier, parmi lesquels les plus grands noms de l'électronique et de l'informatique ont pris licence et produisent aujourd'hui la carte à mémoire et ses dérivés. Marc Lassus est le leader mondial de la fabrication de cette carte. Il connaît Roland Moreno depuis 20 ans. Des gens comme Roland Moreno, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'homme d'affaires Moreno, c'est-à-dire qui est devenu l'homme d'affaires, on n'en rencontre pratiquement jamais. J'en connais cependant 2 ou 3 autres, mais ils sont tous au départ des inventeurs. À l'étranger, on a chaque fois que Roland Moreno se déplace, c'est le Bill Gates de la puce ou la carte à puce qui se déplace. Donc les étrangers attendent quelque chose d'extraordinaire, le Messie. Et là, il est surprenant. Il les prend en général totalement à contre-pied. Déjà, le look, hein, l'attitude, la façon dont il est habillé, ça, c'est pas... Vous n'allez pas sur scène devant 300, 400 personnes, en général, comme il est attifé, mais surtout dans son discours. Il est surprenant parce que son produit ne le défend pas. Il a une pudeur, ça le gêne de voir qu'éventuellement on puisse penser qu'il s'est enrichi avec ce produit-là. Ça le gêne que ce produit, s'il est mal utilisé, puisse se considérer comme produit un peu policier, où on contrôle les gens, on contrôle toutes les transactions. Je dis bien s'il est mal utilisé. Ça le gêne donc de voir que ce produit pourrait restreindre les libertés. Et ce n'est pas du tout en accord avec sa façon de voir les choses dans la vie. C'est un humaniste, c'est quelqu'un qui est près des gens, c'est quelqu'un qui voudrait absolument encourager toutes sortes de libertés, parce qu'il a besoin lui-même de liberté. Je vous signale qu'actuellement, il existe un procédé pour écouter la pensée humaine, même à distance, sans besoin que la personne s'exprime verbalement. Sur le plan pratique, ça fait que je ne peux plus utiliser le code personnel de ma carte à puce. C'est logique. Puisque je pense Dès que je pense à mon code, forcément, il y a quelqu'un qui le capte. Voilà. Imagine, hein, il Effectivement. est devant son distributeur de billets, Ouais. il pense son code. Son code. Tu penses ton code, toi? Non, moi, je pense pas à mon code. Je le fais un peu automatiquement, mais Voilà. il faut faire bien attention de ne pas le penser, quoi. Voilà. Il y a un effort de concentration qui est difficile. Taper, tac, 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 sans penser. Ouais. L'homme privé, c'est un homme étonnant. C'est un perpétuel insatisfait. Et je pense que ça va aussi avec ce qu'il est en public. C'est un homme débordant d'énergie, c'est un insomniaque. Il a du mal à s'endormir. Bon. Sa tête ne s'arrête jamais. C'est un homme qui, à part ça, ne bouge pas de chez lui, qu'on a beaucoup de mal à éloigner de plus de 100 mètres de sa base. Un certain besoin probablement d'être entouré de toutes les choses familières qui lui créent son monde. Bon, 9. Ouais. Quand vous aurez fini, on boira du thé. Comment est-ce que je vis dans la vie de tous les jours? Ça veut dire le plaisir de voir mes filles une fois par semaine, d'aller avec elles au cinéma. J'ai la chance d'être dans le plus beau quartier de Paris, je suis à Odéon, là où il y a toute cette richesse de librairies, de cinoches, de restaurants, de tout ça. Bon vivant, j'aime pas trop qu'on m'applique cette étiquette, parce que ça a un côté pinard et andouillette qui me va pas. Mais c'est vrai que ça peut être un grand plaisir, un bon restaurant. Quels sont les honneurs qu'il y a eu derrière cette carte à puce, qui est quand même important pour moi? C'est d'être dans le dictionnaire de mon vivant, ça c'est sûr. Ça, je réponds sans hésiter là-dessus. La Légion d'honneur, quelques années auparavant, c'est de la gnognotte. À côté de ça,
pour parler en termes d'honneur et de fierté et d'ego, etc., bien sûr, ça fait tout drôle. Hein. Oui, mais pourquoi? Peut-être parce que ça a un côté irréversible. Est-ce que Roland l'homme privé vit comme un milliardaire? Je ne vis pas comme un milliardaire, simplement parce que je n'ai pas des goûts de milliardaire. Bon, un milliardaire, dans les caricatures, ça a des chevaux de course, une piscine rose en forme de cœur, ça a ce genre de choses. Je n'ai pas de chevaux, je n'ai pas de piscine, je suis très sédentaire, je ne voyage pas. Je n'ai pas le goût des vêtements, donc je ne m'habille pas. Je n'ai pas des maîtresses coûteuses ou tout ce qui peut aller. Est-ce que vous avez l'impression, Roland, quand vous regardez en arrière, que vous êtes à la place que vous aviez envie d'être? Oui, je suis bien à la place que j'avais envie d'être, en ce sens que je n'ai vraiment pas fait de concession comment dire, à un style de vie qui ne serait pas le mien, ou un style d'homme que j'aurais dû être pour assumer mon succès, hein, on va dire succès. Je ne persiste à ne pas porter de cravate et même pas dans la tête. Je persiste à avoir ma société installée place Saint-André-des-Arts plutôt qu'à Marne-la-Vallée. Je veux dire, je ne les fais pas, ces concessions. Et autrement dit, ben, j'ai tout le bénéfice, quoi. C'est quoi le bénéfice? Ah ben, le bénéfice, c'est la vie personnelle. Tu l'as? Bon. Et on fait ça. Et puis. Moreno, le champagne coule à flot. Mais non, mais en réalité, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de fêter une naissance parmi les seniors, parmi les quinquagénaires. Alors donc. Et en plus, ils se reproduisent. Allez, en plus, ils se reproduisent. Et donc, on fête Victor. L'intelligence, et c'est heureux, ne se laisse pas si facilement mesurer. Posséder une grande aisance intellectuelle ne signifie pas non plus être supérieur. Comme le dit avec beaucoup d'humour le généticien Albert Jacquard, s'il existe un QI, pourquoi ne pas aussi instaurer un QB, un quotient de beauté? En fait, nous nous éloignons de l'intelligence unique. De récentes études anglaises viennent en effet d'émettre l'hypothèse qu'il existe 7 formes d'intelligence, et parmi elles, celle qui permet de créer, mais aussi l'intelligence de soi et celle des autres. Ne serait-elle pas au moins aussi importante que l'intelligence logique, celle que l'on prête aujourd'hui aux surdoués?